commencer, je vais vous raconter l'une des interviews qui m'a le plus choqué. Nous avons mené 29 entretiens dans les rues de Marseille concernant les opinions des quartiers nord. Nous avons été insultés, voici ce qu'un nous a dit. Attention, c'est bref. Qu'est-ce que vous pensez des jeunes de Marseille? Tous des connards. Et est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre les quartiers sud et les quartiers nord? Ouais. Vous êtes plus voyous au nord qu'au sud. Ok. Elle fait de la jeunesse, elle est pourrie. Vous en faites partie, tout ça. Il nous a insulté moi et mon ami seulement en raison de notre apparence physique. Il pensait qu'on venait des quartiers nord. Il a dit, vous êtes plus voyous au nord qu'au sud. Un homme est venu nous défendre en disant que les jeunes étaient déterminés et que la société ne faisait pas assez pour les aider. Au Vieux-Port, j'interviewais des personnes âgées. Une d'entre elles m'a demandé mon sujet. Je lui ai donc répondu que c'était sur la jeunesse marseillaise. En me pointant du doigt, il m'a répondu « Vous ne représentez pas du tout la jeunesse marseillaise » et ce jour-là, je portais mon voile. On est nous-mêmes victimes de discrimination quand on part en summer camp, des séjours de vacances organisés par la Ligue de l'enseignement. On n'est pas toujours bien accueillis, on a du mal à trouver des centres et parfois même on a été refusé. Ils pensent que les jeunes Marseillais sont mal éduqués. Nous avons voulu vérifier si la jeunesse marseillaise est discriminée aujourd'hui. C'est des voyous. Bruyants. Moins de chances de réussir. C'est des méchants. Bêtes. Parle pas français. Délinquance. Pas la même mentalité. Règlement de compte. Pauvreté. Couleur de peau. Les micro-trottoirs ont été réalisés entre le 26 février et le 1er mars dans 4 quartiers différents. À la Blancarde, au Vieux-Port, au Panier et dans 4 quartiers et dans le quartier Huppert de Roucas-Blanc. Sur les 21 personnes interrogées ayant plus de 20 ans, près de la moitié ont qualifié les jeunes des quartiers nord par des termes négatifs. 4 ne se prononcent pas. Paradoxalement, c'est à la Blancarde, quartier où vivent de nombreuses personnes âgées et de classe moyenne, que les avis sont les plus négatifs, avec seulement 4 avis positifs sur les quartiers nord sur les 10 personnes interrogées. Nous avons rencontré des touristes au Vieux-Port. Ils disent avoir une bonne opinion de Marseille, mais aucun n'est allé dans les quartiers nord. On reproche aux jeunes des quartiers nord leurs origines sociales, leur style, leurs accents, parce qu'ils sont issus de l'immigration ou tout simplement parce qu'ils sont jeunes. 23% des 18-34 ans interrogés pour le baromètre des discriminations dans l'emploi chez les jeunes répondent qu'ils ont été discriminés pour leur âge. Le racisme n'est pas loin. Parmi les jeunes qui passaient le BAFA au Panier, Amine dit s'être fait frapper cette année dans le quartier des Oliviers lors d'un contrôle de police. Michel, lui, a été contrôlé plusieurs fois dans la même soirée. La police recherchait quelqu'un qui lui ressemblait. Ils m'ont dit que j'avais la même couleur de peau et les mêmes cheveux, nous a-t-il dit. Nous avons sollicité la police nationale pour faire un reportage dans un commissariat, mais elle n'a pas donné suite. Le port du voile attise la haine, comme nous l'avons expérimenté à 3 reprises. Derrière les propos que se veulent bienveillants, les femmes sont stigmatisées. Nous avons interviewé monsieur et madame Blanc dans le quartier de la Blancarde. Voilà ce qu'ils nous disent. Maintenant que vous ayez un voile, moi ça ne me dérange absolument pas. Rien. Maintenant, il y en a qui mettent le voile juste pour un peu heurter. Grossièrement pour emmerder. Heurter les. Donc quoi ils mettent le. Enfin, c'est quoi leur. Je sais pas. Déjà, vous n'avez pas le même regard. Quand je vous regarde, vous avez un regard tout à fait normal. Tout ça. Il y en a qui sont voilés, qui ont un regard vraiment. Qui essayent de nous choquer. Voilà. Donc à travers le regard, vous voyez oui. Que des gens oui. Essaient de vous heurter. Ben, vous voyez, vous avez un regard doux. Vous êtes comme moi, je sais pas. Voilà. Je ne vois pas de différence. C'est comme je vous dis, même la petite jeunesse
Aussi, on parle avec les yeux bleus, tout ça. Mais ils sont révoltés aussi. Je pense que c'est la société qui fait ça. Et l'éducation, elle y est pour quelque chose. Et je pense que l'éducation des parents, elle est pour quelque chose. Les Marseillais font face à la glottophobie. Selon le linguiste Philippe Blanchet, la glottophobie, c'est le fait de traiter une personne de manière défavorable à cause de sa langue ou de la façon dont elle a de la parler. La moitié des Marseillais interviewés ont déjà été moqués parce qu'ils viennent de Marseille et 6 sur 9 à cause de l'accent. Ce linguiste nous explique que les jeunes des quartiers nord sont particulièrement victimes de glottophobie. Ils ont leur propre accent, nous l'écoutons. Quand un groupe social, quand des gens qui constituent un groupe ont un fort sentiment d'appartenance à ce groupe, quand ils ont vraiment l'impression de constituer un groupe, de former un groupe, c'est tout le temps comme ça chez les humains. Ces gens-là vont développer des façons particulières de parler pour indiquer leur identité, pour dire on est de ce groupe-là. Dans ce groupe, on parle comme ça. Quand on est jeune de quartier populaire, on est à la fois membre d'une génération, et c'est très important quand on est adolescent, grand adolescent, jeune adulte, d'appartenir à une classe d'âge. On l'a tous fait, j'y suis passé aussi, hein. Et donc on développe des façons de parler qui sont différentes des plus âgés. Par exemple, si vous avez 15 ans, vous ne parlez pas comme les grands frères qui en ont 25. Et les grands frères qui en ont 25, ils ne parlent pas comme les parents qui en ont 50. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque groupe d'âge a une façon de parler avec ses mots à lui, qu'il a inventés, qu'il a remis à la mode, qu'il a transformé avec des façons de prononcer, qui montrent qu'on est de ce groupe d'âge-là. En parlant, on sait quel âge vous avez, d'une certaine façon. Et en même temps, quand c'est les jeunes des quartiers, en plus, ils vont marquer leur identité sociale. Ils vont dire, nous, on est des quartiers populaires, on n'est pas des quartiers chics, on n'est pas des quartiers riches, on n'est pas du centre-ville. Et donc, pour montrer cette façon de se positionner, eh ben, ils vont développer aussi des particularités. Alors, l'une des choses qui est frappante en France depuis les années 80-90, je dirais, c'est le développement de ce fameux accent de banlieue qui n'est pas le même partout, ça dépend des grandes villes de France, mais qui est influencé par la prononciation de l'arabe maghrébin pour une raison très simple, c'est que la plus grande partie de la population d'origine étrangère qu'on a installée dans ces banlieues populaires, c'est des gens qui venaient du Maghreb, c'est des gens qui venaient de Tunisie, d'Algérie et du Maroc, et comme ils étaient majoritaires, c'est leur façon de parler qui a été adoptée par tous les gens qui vivaient et qui vivent encore aujourd'hui dans ces quartiers-là avec eux. Par exemple, dans les quartiers nord, on utilise des mots d'origine arabe comme Ourti qui veut dire sœur, Heja quand il y a quelque chose, Zama qui veut dire genre, mais aussi des mots comoriens, quand on dit Kodo quand on est choqué, Mze qui signifie monsieur, ou encore Hazi le travail. Le sociologue Médéric Kazkesirus décrit les différentes perceptions des accents marseillais. Dans un article écrit en 2003, dans les cahiers du français contemporain, il distingue 3 accents. Le vieux marseillais, l'accent des quartiers nord et l'accent de la bourgeoisie marseillaise. Alors que l'accent vieux marseillais est celui de la pureté, de l'authenticité et de la beauté, d'après les perceptions des personnes interrogées, l'accent des quartiers nord est considéré comme moins beau, moins chantant, voire laid et vulgaire. Les Marseillais eux-mêmes ont des préjugés sur les quartiers nord. Nous accueillons Iman Mekedem, qui habite dans le 15e arrondissement à La Viste, un quartier défavorisé. Pourtant, elle est scolarisée au lycée Thiers dans le 1er arrondissement, un des meilleurs lycées de la ville. Elle a connu un énorme changement et elle va nous le raconter. Bonjour. Alors, bonjour Iman. Bonjour. Alors, premièrement, pourquoi avoir choisi ce lycée ? Alors, déjà, ce lycée, je l'ai choisi parce que j'ai été poussée, en fait... ok, merci. Je disais, donc je l'ai choisi parce que j'ai été poussée d'abord par mes professeurs. Ils avaient un discours assez dur. Et donc, je trouvais, en fait, c'était une nécessité pour moi d'aller dans ce lycée parce que ce discours consistait à dire... qu'y aller dans des lycées de la ZEP+, allait nous ralentir dans les études. Et
à partir de la 4e et la 3e, j'ai commencé à m'interroger sur ce que je voulais faire plus tard, mes études, mes convictions, etc. Et donc je trouvais que effectivement mes études qui étaient assez sélectives, ce que je voulais faire, peut-être que j'allais être ralentie parce que j'allais être dans un lycée de la ZEP+, donc dans les quartiers nord et dans les quartiers populaires. Et donc, en effet, j'ai suivi ce discours-là, qui peut être vrai ou pas, mais en tout cas, j'avais peur en fait, d'être ralentie. Et donc, je l'ai choisi d'abord pour ça. Alors, deuxièmement, j'ai choisi aussi parce que je voulais un peu plus de diversité, je voulais voir un autre monde, un autre public, d'autres origines sociales. Et je trouvais que le lycée Thiers rassemblait tous ces critères-là. Et voilà, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Quelle différence avez-vous pu observer avec votre ancien collège peut-être par rapport à l'ambition des élèves ou que ça soit... Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai observées, effectivement. Alors, je suis en première, donc j'ai pas fini d'observer tout et donc d'en apprendre. Mais en l'occurrence, j'ai vu la différence donc, dans les ambitions. Dans mon ancien, donc dans le collège dans lequel j'étais, les ambitions se limitaient... ils s'auto-censuraient, et ça c'est la sociologie donc, qui l'explique, mais ils s'auto-censuraient, donc leurs ambitions n'étaient pas si grandes alors qu'ils pouvaient rêver loin, mais par manque de connaissances, par manque de capital culturel, économique aussi, voilà, ils se limitaient, et donc en allant à Thiers, j'ai vu que tous avaient des ambitions très très grandes, tous visaient des grandes écoles, des prépas, et donc j'étais quand même assez étonnée de voir que leurs ambitions étaient si grandes. Et donc, c'est l'une des grandes différences en fait, que j'ai vues. Est-ce que vos origines sociales vous ont été reprochées par les professeurs ou par les autres élèves ? Alors, je dirais reprochées, mais indirectement. Alors, pas directement, j'ai jamais subi réellement de discrimination, mais en l'occurrence, indirectement, on le sentait. Quand on nous rendait nos feuilles, voilà, au début, quand on arrive, on a évidemment un retard dans les programmes. Et donc, on le sent quand on nous rend des copies, parce qu'on a de moins bonnes notes que les autres élèves issus donc, de classes sociales assez élevées, et surtout qui venaient de collèges très favorisés. Et donc, on le sentait. Quand on nous rendait donc, ce genre de copies, on nous demandait directement d'où est-ce qu'on venait. Hein, c'était en seconde. Et donc, dès qu'on disait, voilà, on vient des quartiers nord, ils le comprenaient. En tout cas, voilà. Donc, pas directement, mais on le sentait quand même indirectement. Tu t'es senti gênée par rapport à l'intégration au lycée ou ça s'est plutôt bien passé ? Pas gênée, mais j'avais très peur au début de ne pas pouvoir m'intégrer par manque de code, mais j'étais assez optimiste. Je me suis dit, je vais apprendre tous ces codes-là, il ne faut pas que je sois gênée, il ne faut pas que je m'arrête à plein de choses. Donc je suis allée quand même en étant très très ouverte à plein de rencontres, voilà, j'étais ouverte en fait, et j'avais pas si peur que ça, mais au début ça s'est mal passé parce que j'avais, comme je vous ai dit tout à l'heure, un écart de niveau qui était assez élevé, par manque, voilà, on finissait pas le programme, ça se passait un peu mal. Et donc à côté, mes camarades qui venaient de très bons collèges, parfois de collèges privés comme la Cordaire, la Provence, etc., ce sont des collèges qui sont très bien classés. Voilà, j'avais ce retard-là, donc j'avais un peu peur de ne pas pouvoir le rattraper. Mais, voilà. Et donc la transition entre le collège et le lycée, ça s'est pas très bien passé, justement pour ça. Alors merci Iman Mekedem pour cette interview. Et donc je vous raccompagne à la sortie. Alors je vais maintenant accueillir ma camarade. Je vais maintenant accueillir ma camarade Daniel qui va vous parler de la suite de notre interview. Si Marseille a une mauvaise image, ce serait la faute des médias, selon les personnes interrogées lors de nos micro-trottoirs. Nous avons voulu vérifier. Le 24 avril, nous avons tapé Marseille quartier nord dans Google Actu, puis Marseille quartier sud. Dans les deux cas, 2/3 d'articles évoquent un aspect négatif de Marseille, seulement 1/3 d'aspects positifs. Ce qui nous a étonnés est que la proportion d'articles négatifs et positifs est la même dans les quartiers sud et nord. C'est Marseille dans son intégralité qui a une mauvaise image. Nous avons voulu comprendre ce que sont les quartiers nord. Est-ce une appellation ou une réalité ?
Samia Chabani est sociologue de formation. Elle est coordinatrice générale de l'association Ancrage, qui a pour objectif de valoriser les cultures et mémoires d'exil à Marseille. Elle fait partie d'un comité chargé de conseiller le gouvernement pour la prise en charge des quartiers, qui s'appelle le Conseil national des villes. Elle va nous apporter son analyse sur les fractures que connaît la ville de Marseille. Nous allons accueillir Samia Chabani sur scène. Bonjour. Allez-y, asseyez-vous. Bonjour à tous. Les quartiers nord, qu'est-ce que c'est? Est-ce seulement une appellation marseillaise? Alors non, les quartiers nord, c'est d'abord une représentation sociale. C'est important de le rappeler. C'est une façon dont on envisage un espace, un territoire, qui serait circonscrit autour de caractéristiques socio-économiques d'abord et politiques d'un quartier, en fait, avec moins d'opportunités, qui offre moins d'opportunités à ses habitants. Et la façon, je dirais, politique et administrative, finalement, de les qualifier, c'est quartier prioritaire, parce que ça correspond, en fait, à une politique publique qui vise justement à améliorer, à promouvoir des mesures pour éviter justement des inégalités sur nos territoires. Donc moi, j'aime bien dire que les quartiers nord n'existent pas, parce qu'en fait, à Marseille, on sait qu'il y a 111 villages, et les quartiers nord, c'est Sainte-Marthe, c'est le Grand Saint-Barthélemy, c'est l'Estac, c'est Saint-Henri. Voilà, donc c'est des noyaux villageois qui se sont enrichis, on va dire, de cités d'habitat social. C'est aussi une longue histoire des bidonvilles et des cités de transit à Marseille, que beaucoup de Marseillais ont connu avant de bénéficier justement peut-être d'une mobilité sociale et de se déplacer vers d'autres quartiers. Voilà. Merci. Nous avons vu dans les titres de presse dénigrer autant les quartiers nord et les quartiers sud. Est-ce finalement les Marseillais eux-mêmes qui portent un jugement sur les quartiers nord? Alors excuse-moi, j'ai pas bien compris. Dénigrer, tu as dit? Oui, dénigrer. Dénigrer les quartiers nord. Je pense que ce qui contribue très largement à stigmatiser un territoire, c'est souvent les discours publics. Et les discours publics, en fait, ils sont portés par différents acteurs. Ça peut être les médias. Les médias contribuent, comme vous le savez, beaucoup à traiter de Marseille et de traiter de Marseille médiatiquement du point de vue des faits divers. Et les faits divers, c'est une façon tout à fait particulière de traiter de l'actualité. Et cette presse-là ne traite pas, ou moins, on va dire, des articles de fond sur le territoire qui est le nôtre. Et donc, ça crée un biais qui est très important et dont les médias sont souvent en partie responsables. Il y a aussi la façon dont les politiques publiques, l'administration qualifient les territoires, et notamment les quartiers nord en particulier, parce que pour préciser ma réponse, des quartiers nord, il y en a partout en France. En Ile-de-France, ça va être le 93. Voilà, il y a comme ça des territoires qui concentrent beaucoup de stigmates. Et donc on voit que cette formulation est reprise un peu partout au national. Donc pour préciser ma réponse, oui, ces politiques, elles servent à rééquilibrer les moyens et à tenter de porter des mesures qui déconstruisent un peu tous ces discours. Mais dans l'enquête que vous avez faite, j'ai trouvé que vous avez fait une enquête presque plus qualifiée, parce que j'ai le sentiment que vous vous êtes posé les bonnes questions. Donc d'abord, j'aimerais vous féliciter parce que c'était très bien renseigné. Merci. Merci beaucoup. Bravo, vraiment bravo. Et peut-être que c'est une d'ailleurs des solutions, c'est que les jeunes et les habitants qui vivent dans ces quartiers soient en mesure eux-mêmes de porter un narratif sur leur vie, sur leur quotidien. Par exemple, ont été évoquées les violences policières. Moi, je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse en parler, parce que je vous rappelle qu'on est dans une société où le gouvernement nie vraiment l'impact de ces violences policières sur les jeunes. J'ai été aussi extrêmement choquée par la façon dont vous avez été traités et reçus par ces adultes qui vous ont littéralement injurié. Je tiens à vous féliciter pour votre calme. Je n'aurais pas été aussi calme. Bravo. Merci. Mais du coup, j'en reviens sur ma question pour le dénigrement. Est-ce que finalement les Marseillais eux-mêmes portent un jugement sur les quartiers nord? Oui, c'était le dernier point que je voulais aborder. Les discours publics, c'est aussi que ceux que nous portons, nous, sur notre ville.
Un exemple concret, quand on dit, bon, Joule n'aurait pas dû apporter la flamme, pourquoi finalement? Pourquoi? Qu'est-ce qui gêne chez Joule? C'est ce que disait un peu le linguiste, c'est très intéressant. Il y a dans cette personnalité qui est un rappeur extrêmement important, une culture populaire, une façon de s'exprimer que beaucoup ne comprennent pas. Et donc, certaines personnes s'en sont exclues, soit pour des raisons générationnelles, soit pour des raisons culturelles. On parlait de l'impact du dialecte nord-africain par les Marseillais, on pourrait parler aussi de l'impact du gitan, quoi. Enfin, le gitan est très important à Marseille. Et Joule, voilà, il fait référence à plein de termes gitans, comme Aya Nakamura va aller chercher dans son propre parler. Et je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous, Marseillais, nous avons la responsabilité aussi de parler positivement de nos quartiers et de notre ville. Merci. Tout à l'heure, Iman a pu nous expliquer que ses amis du quartier nord, où elle habite, étaient moins ambitieux que ses amis du centre-ville. Elle est scolarisée au lycée de Cher. Comment expliquez-vous cette différence ? Alors souvent, quand on a été durablement discriminé, ce qui est le cas de nombreuses personnes qui sont notamment issues des communautés migrantes à Marseille, mais c'est pareil partout en France, on intériorise une forme de perte d'opportunité et de perte de chance. D'ailleurs, ça, c'est un critère juridique, peut-être que ma collègue du Défenseur des droits reviendra dessus, qui fait qu'on s'auto-censure, tu le disais dans ton introduction, et qu'on se dit, c'est pas la peine que j'aille là parce que la porte sera fermée. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup rencontré en travaillant 25 ans dans les quartiers nord, et sur lesquels j'ai essayé de travailler avec mon association, parce que je me rendais bien compte, évidemment, qu'un certain nombre de jeunes n'avaient pas les codes. Par exemple, ils venaient demander un stage, ils ne disaient pas bonjour, ils n'expliquaient pas, ils partaient perdants. Donc, quand j'avais le temps, je les accueillais, je leur disais non, là, ça ne va pas le faire. Et là, je me positionnais presque en tant que mère de famille, plus qu'en tant qu'acteur associatif. Tu ne peux pas t'adresser comme ça à un professionnel, il faut vraiment que tu t'assoies et que tu t'interroges sur ce que tu veux faire et pourquoi il faut que tu travailles sur l'estime de soi. Parce que quand on a subi beaucoup de micro-agressions, de micro-discriminations, qu'on est finalement abîmé par ce qu'on entend du matin au soir sur nos quartiers, sur nos familles, sur les parents, l'éducation des parents qui seraient des missionnaires, etc., finalement, au bout d'un moment, ça a un impact sur nous. Ça a un impact psychosociologique, c'est normal. Parfois, c'est aussi dans le cadre scolaire qu'on entend ça. Non, choisis pas ça, c'est pas pour toi, c'est pas ta voix. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà depuis plus de 50 ans en France. Et donc, tout l'enjeu aujourd'hui de l'éducation populaire, pour moi, c'est d'arriver à soutenir tous les jeunes en leur rappelant qu'ils sont capables de tout. Le challenge, c'est vous. Il faut le relever. C'est ça l'enjeu. C'est positiver le message pour que vous ayez confiance en vous et que vous y alliez. Pour moi, c'est ça le plus important. Merci pour ces belles paroles. Merci à toi. Et du coup, j'en viens à ma dernière question. Vous êtes la coordinatrice générale de l'association Ancrage. Est-ce que votre association apporte des solutions à ces fractures qui existent à Marseille ? Alors on essaie, c'est pas toujours facile parce que comme au Conseil national des villes, on est un certain nombre d'acteurs associatifs à porter ces enjeux au niveau national parce que la politique de la ville, c'est une politique nationale qui se décide à Paris. Et l'enjeu pour nous, c'est de défendre les moyens dont bénéficient les centres sociaux, les associations, sur le terrain pour créer des espaces comme celui-là, des espaces d'échange et des actions éducatives, des actions culturelles. Et la politique de la ville, au départ, c'est une politique qui doit rééquilibrer les territoires en fonction de leurs moyens, de leur dotation financière pour mener des actions. Et en réalité, ces dernières années, c'est devenu presque l'inverse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la politique de la ville et de moins en moins de moyens au niveau, on dit, du droit commun. C'est des mots un peu sérieux pour dire qu'on bénéficie de la solidarité nationale au même titre que les autres territoires. Donc le travail des associations, des acteurs associatifs, c'est aussi de porter ce plaidoyer en disant nous, si on n'a pas les moyens de faire, on ne pourra pas faire. Et nous, on a envie de faire avec les jeunes, on a envie aussi que vous soyez autonomes sur un certain nombre d'actions, que vous développiez vos propres actions, et notamment du point de vue de moi, ce que j'appelle le narratif, c'est-à-dire la façon dont on raconte son quartier, son quotidien, sa vie, ce soit vous qui preniez le lead et qui soyez vraiment les premiers à parler de votre quotidien, que ce ne soit pas seulement les autres, les extérieurs qui parlent de votre quotidien.
Merci d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez y aller maintenant. Merci à vous. Bonne continuation. Merci. Merci. Je vous laisse y aller. J'accueille maintenant ma collègue Océane pour venir. Lors de notre enquête, on s'est aperçu que les jeunes des quartiers nord qui étaient victimes de discrimination ont peu de recours. Nous sommes allés à la maison départementale de lutte contre les discriminations créée par le département des Bouches-du-Rhône, dont le rôle est d'apporter des solutions. Sa mission est d'accueillir, d'informer et d'orienter, par exemple vers des associations, toutes les victimes de discrimination. Nous avons été reçus par la responsable Farida Bouzid et Hélène Gente-Siaglio, conseillère départementale Les Républicains et déléguée à la lutte contre les discriminations. Elle nous explique que 26 critères sont interdits par la loi. Les jeunes des quartiers nord peuvent se reconnaître dans plusieurs d'entre eux. L'âge, l'origine, le lieu de naissance ou encore la religion ou encore une prétendue race. Pourtant, peu franchissent la porte. Pour Hélène Gente-Siaglio et Farida Bouzid, ce dispositif serait encore peu connu. La structure est principalement sollicitée pour les discriminations concernant les identités de genre et le handicap. Veuillez maintenant accueillir Myriam. Afin de mieux comprendre ce que sont les discriminations et comment y faire face, nous allons accueillir Lola Lamazer, chargée de mission de lutte contre les discriminations. Elle a tout juste 25 ans et travaille auprès de la défenseure des droits de l'homme. Elle a aussi étudié cette question durant ses études de droit. Je vous propose donc de l'accueillir. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, tout d'abord, on a vu que les jeunes des quartiers nord sont victimes de nombreux stéréotypes. Leur âge, origine sociale, culturelle, leur religion leur sont reprochés. Est-ce que l'on peut parler de discrimination et pourquoi ? Alors, il y a plusieurs, on l'a vu durant notre premier entretien, il y a des subtilités par rapport à la définition même de la discrimination. La discrimination en droit, d'ailleurs, c'est un concept juridique, la discrimination. On l'entend beaucoup dans les médias, les jeunes, les personnes plus âgées, tout le monde peut être victime de discrimination. Et d'ailleurs, ce sur quoi nous insistons, le défenseur des droits, c'est de dire que toute personne peut commettre une discrimination ou en être victime de par les stéréotypes et les préjugés que nous avons tous. Donc pour reprendre ta question, et ce qui avait été dit durant l'entretien, par exemple l'injure islamophobe dont tu as été victime, on est sur l'espace public, on n'est pas sur une discrimination à proprement parler. Alors je ne sais pas si je vais directement sur la définition. Ouais, ok, parfait. Du coup, la définition juridique de la discrimination, et c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que c'est comme ça qu'on fait valoir ses droits. Une discrimination, c'est une addition. Alors dit comme ça, c'est un traitement défavorable dans une situation comparable. On imagine une balance avec un déséquilibre entre deux personnes dans une situation comparable. En lien avec l'un des 26 critères de discrimination dans l'accès à un domaine. Si cette remarque sur le voile de cette personne avait été faite, par exemple, dans l'accès au logement, non, madame, je ne prends pas de personnes musulmanes, je ne prends pas de personnes voilées, là, on est sur une discrimination. La subtilité, c'est qu'on n'est pas dans l'espace public, qui n'est pas considéré comme un domaine de discrimination, mais qu'on est vraiment, du coup, dans l'accès au logement, qui, lui, est un domaine de discrimination. Donc, je récapépète pour que ce soit clair pour tout le monde. Un traitement différencié dans une situation comparable, en lien avec l'un des 26 critères de discrimination, dans l'accès à un domaine que sont les biens et services, aller au supermarché, dans une boîte de nuit, se faire refuser à l'entrée, tout ça, ça fait partie du coup du domaine des discriminations, l'éducation, entre autres domaines. Et quand on est discriminé, mais sur plusieurs critères, est-ce qu'il y a un terme qui est défini, est-ce qu'il est reconnu en France ? J'ai pris quelques petites notes pour être un peu clair là-dessus. Et effectivement, c'est ce qu'on va appeler la discrimination intersectionnelle. Là aussi, on est sur du juridique, c'est des gros mots. C'est Madame Kimberly Crenshaw, qui est une Américaine qui l'a inventé dans les années 90. Et elle a fait une enquête pour mettre en lumière les discriminations spécifiques qui étaient vécues par les femmes noires
donc femme et noire. On a 2 critères. On a le genre ou le sexe avec la race. Et du coup, cette intersectionnalité, elle est encore récente et elle est très peu finalement mise en œuvre, pour pas dire pas du tout, par le droit français qui la reconnaît que très tardivement. Nous, défenseurs des droits, avons une analyse intersectionnelle des discriminations pour mettre le focus sur les groupes les plus exposés, c'est-à-dire quand on est femme en situation de handicap et qu'on est en plus racisé ou d'une certaine confession stigmatisée. Là, on a un quadruple morceau qui fait qu'on est 4 fois plus discriminé finalement. Donc, c'est éminemment une notion américaine, un petit peu au niveau de l'Union européenne, très peu en droit français. Et ça, je ne sais pas si on va y venir, mais c'est peut-être sur la conception en fait, du droit français sur l'égalité formelle, l'égalité réelle et l'universalisme. On va y venir. Merci. Et est-ce que ces jeunes qui sont donc discriminés ont les moyens de se défendre? Et si oui, comment? Bien sûr, nous sommes là. Nous, quand je dis nous, donc, moi je travaille au sein du pôle régional PACA-Corse du Défenseur des droits et je coordonne l'activité de 50 délégués bénévoles sur le territoire, entre la région PACA et la Corse, dont 20 basés exclusivement dans les Bouches-du-Rhône. Donc on retrouve à peu près des délégués partout sur Marseille et ses environs. Les délégués qui sont bénévoles accueillent, écoutent, informe, voire oriente dès lors que nous ne sommes pas du coup compétents. Parce que nous n'intervenons que sur 5 champs de compétences qui sont les dysfonctionnements des services publics, dès lors qu'une personne rencontre un problème avec la CAF, le CROUS pour les bourses pour les plus jeunes ou encore la CPAM, donc la Caisse primaire d'assurance maladie. On est compétent également sur les questions des droits de l'enfant, donc jusqu'à 18 ans, même les enfants peuvent nous saisir, défenseurs des droits et les délégués, donc en cas d'atteinte aux droits de l'enfant. On est également sur la question de la déontologie des forces de sécurité, on y reviendra peut-être après. Du coup, tout ce qui est manquement au code de déontologie des forces de sécurité publiques, gendarmerie, police nationale, police municipale et privée. Du coup, on est également sur les videurs de bois, je les ai cités, les agents au supermarché. Et enfin, il y en a 2, il y a les lanceurs d'alerte, mais c'est plus une compétence nationale, mais sinon il y a la lutte contre les discriminations, la promotion de l'égalité que nous faisons sur le territoire par 2 biais. La protection, c'est-à-dire nous allons intervenir sur les situations individuelles, les situations qui nous sont remontées par les personnes qui pensent être victimes de discrimination ou de notre problème sur les champs de compétences que j'ai cités, ou alors la promotion, ce que je fais actuellement ici, c'est-à-dire venir vous parler de qu'est-ce que la discrimination et comment faire valoir ses droits. Simplement, et pour terminer sur ta question qui était de base, comment on fait ? On peut saisir un délégué sur le site internet du Défenseur des droits. Vous les avez dans les maisons de justice et du droit. On a également une permanence fléchée, c'est-à-dire une permanence spécifique sur la question des discriminations à la maison départementale de lutte contre les discriminations. Et donc, je le disais, 20 délégués sur tout le territoire et il y a énormément de lieux de permanence. Vous pouvez également saisir en ligne sur www.defenseurdesdroits.fr. Et ensuite, vous avez également la possibilité d'appeler le 3928 ou la plateforme antidiscrimination avec des juristes spécialisés qui vous répondent soit par chat, soit par téléphone, et vous pouvez exposer votre situation. Vous pensez avoir été victime d'une discrimination, vous les appelez, vous chattez avec eux. Oui, vous avez été victime, on instruit votre dossier au niveau du siège. Non, vous n'avez pas été victime, on vous redirige vers une association type Ancrage ou la Maison de lutte contre les discriminations à Marseille. Ok, merci. Certains ont peur de la police ou du moins de se plaindre, notamment d'un non-recours. Est-ce que vous avez, comment vous pouvez nous expliquer ça et comment vous pouvez faire en tant que défenseur? Il y a 2. Alors sur le non-recours ou sur la police, les 2. Voilà. Pour reprendre ce qui a un peu été. Au sujet de la police. Ah, ok. Au sujet de non-recours au sujet de la police. Je pense qu'on est sur une autorité en soi, donc forcément dépositaire de l'autorité publique. Ça peut faire un peu peur. Il y a une forme de légitimité aussi de par le rôle qu'ils ont dans le fait d'avoir l'usage légitime, tant qu'il soit proportionné, et c'est ce à quoi on veille, de la force, et du coup, peur de ces représailles-là aussi qui peuvent être commises par les forces de police ultérieurement. Moi, j'ai une statistique que le Défenseur des droits a mis en lumière en 2020, d'abord dans un rapport intitulé « Discrimination et origine, l'urgence d'agir », où on met justement en lumière les difficultés particulières rencontrées par les personnes du supposé origine étrangère ou perçues comme telles, et une autre enquête accès aux droits, rapport police-population, dans lequel les conclusions de cette enquête disent « Au sein de la population générale,
Si seulement 16 des personnes déclarent avoir été contrôlées dans les 5 dernières années, cette proportion atteint près de 40% parmi les jeunes de 18 à 24 ans. Donc population générale 16%, dans la tranche jeunes 18-24 ans, on est à 40%. Et c'est pas tout. Les jeunes hommes du même âge perçus comme noirs ou arabes, maghrébins, sont encore plus concernés puisque 80% d'entre eux rapportent avoir été contrôlés au moins une fois par les forces de l'ordre sur la même période. Voilà, ça c'est des statistiques qui donnent à voir effectivement l'ampleur des discriminations à l'égard des personnes qui sont perçues d'une origine étrangère. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Donc, je le disais, on est sur le contrôle et déontologie de les forces de sécurité. Les délégués territoriaux peuvent intervenir à notre niveau sur les refus de plainte. Dès lors qu'une plainte aurait été refusée, vous pouvez contacter un délégué territorial qui, lui, vous amènera à déposer plainte. Sur les propos déplacés également, bien que ce soit difficile parce que c'est souvent du contre-contre. Donc si jamais témoin, voilà, tout ce qui peut faire en sorte que vous ayez vos droits. Et une dernière question, vous avez réalisé un mémoire à ce sujet-là. Lors de notre enquête, nous nous sommes heurtés au manque de données. Vous êtes seulement 2 à travailler à la défense des droits de l'homme. Peu de jeunes ont recours à la maison de la lutte contre les discriminations. Comment expliquez-vous que ces formes d'agression contre les jeunes des quartiers soient aussi peu prises en compte par la société? Alors là, il y a la question du non-recours. Qui intervient et qui peut expliquer que ces formes d'agression, en fait, elles ne soient pas mises en lumière. Parce que si on ne fait pas valoir ses droits, si par exemple vous ne venez pas voir le défenseur des droits, on ne peut pas être en capacité de mettre des statistiques et du chiffre là-dessus. Donc sur par exemple les contrôles discriminatoires, il y a même la Cour des comptes qui s'est positionnée, mais c'est encore des choses un peu compliquées. Du coup, sur le non-recours, je voulais mettre en avant les chiffres qui ont été mis en avant sur un rapport qu'on a fait également. Donc sur plus de la moitié des jeunes victimes de discrimination ont entrepris des démarches à la suite des faits. Ils ont alerté du coup l'encadrement, les syndicats. Cependant, plus de 4 jeunes sur 10 n'ont rien fait à la suite des faits, et principalement des femmes. Donc là, on est encore sur une autre forme d'intériorisation spécifique au genre féminin. Ce non-recours, il s'explique notamment sur le fait que les victimes pensaient que cela n'aurait rien changé pour la moitié d'entre elles, et c'est là où on voit peut-être la perte aussi de confiance dans les institutions. D'autres qui ne savaient pas quoi faire, d'où l'intérêt de s'informer sur ses droits. Si vous ne connaissez pas vos droits, vous avez plein de structures qui peuvent vous renseigner là-dessus. Et la peur des représailles dans 26% des cas. On a parlé donc de politique, d'institutions, pardon. Et au niveau politique, est-ce qu'il y a une volonté ou non, ou est-ce que c'est en cours? Très honnêtement, et d'ailleurs le défenseur des droits le dit, on est quand même il y a eu un stand-by. Alors moi je l'ai étudié dans le cadre de mon mémoire, j'enlève ma casquette défenseur des droits. Il y a eu une volonté politique qui s'est faite dans les années 90 sous forme d'opportunisme à certains égards, et puis en fait il y a d'autres thématiques concurrentielles qui sont arrivées et qui ont relégué un petit peu la lutte contre les discriminations. Donc il y a des focus qui sont mis sur la radicalisation, sur d'autres choses qui vont décaler la problématique de la lutte contre les discriminations. Il y a une volonté politique qui d'ailleurs se lie dans le fait que Marseille ait créé la maison départementale de lutte contre les discriminations. Maintenant, le chemin est encore long et il ne pourra pas se faire sans les personnes qui sont principalement concernées. C'est pour ça que je vous invite à faire valoir vos droits, puisque vous en avez et que nous veillons au respect des droits et des libertés. Okay. Merci beaucoup, je vous invite à retourner. Marseille n'est pas une exception. À Paris, Lille, Strasbourg, Bordeaux ou Rennes, les jeunes venant des quartiers populaires sont aussi pointés du doigt. La différence est que nous vivons dans une ville qui est elle-même moquée par le reste de la France. C'est bon. On tient à remercier donc tous nos intervenants. Merci.
Jean-Baptiste qui nous a accompagnés durant toute l'enquête, le journaliste de Médias Vivants. On remercie Guillaume de nous avoir accompagnés aussi. Gros big up à lui, gros big up à lui. On tient à remercier Sarah, notre elle nous a suivi pendant tout le truc. Elle nous a accompagnés. Elle nous a accompagnés, wesh. Et on remercie du coup Imane Kedem, Samia Chabani et Lola Lamazer de s'être présentés pour cette interview. Et on peut, tant qu'on est dans le remerciement, il y a aussi Scott à la caméra et Théo à la régie. Et Nancy Robert, bien sûr, qui a mis en scène toute cette enquête sur scène. Et un grand merci à vous pour votre écoute. Stop.